Skillful Memes. Bonjour Kamal. Hello Jérôme, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. On voit qu'on est en coupe de cheveux confinement. Voilà, moi ça ne change pas, Et là, mais je oui, rase. et la barbe de confinement qui est d'office l'artefact gagnant en ce moment. On est dans un monde Ah, Robinson Crusoe, dans un monde Castaway. Bienvenue à toutes et tous dans Skillful Means. On est content en fait de vous retrouver. On est content, on est très content de retrouver un petit peu les gens et de recommencer nos émissions. Donc ici, en fait, il y a eu un break. Pourquoi il y a eu un break? Parce qu'on avait des émissions prévues, on avait tout un plan avec plusieurs sujets à aborder. Et puis avec la crise Covid, on s'est dit que c'était pas le bon moment et que ça servait à rien d'essayer de... surtout qu'il devait y avoir des conférences dans des lieux publics, donc et vu qu'il n'y a plus aucun lieu public, c'est surtout ça. Et en fait, en gros, la question s'est posée, et elle se pose encore, de ce monde voilà, dont on vous parle, qui évolue tout le temps, ce monde digital, dont on a beaucoup parlé forcément en période de confinement. Et on va démystifier certaines choses sur la crise du Covid, sur qu'est-ce que ça a été comme révélateur, sur les manières de travailler, les nouvelles manières de travailler ou pas. Enfin voilà, plein de questions sociologiques, philosophiques liées à ce monde digital. On va commencer par une petite introduction, Jérôme, sur le Covid. Qu'est-ce que c'est que cette Ouais, fricadelle de pangolin? ben ça c'est un peu particulier, donc ça nous a impacté nous. On n'avait pas l'envie de rebondir directement sur le sujet, donc c'est bien de le faire avec un petit peu de recul et avec les quelques semaines qui se sont passées là. Ben, la crise du Covid, du coronavirus, en gros c'est quoi? C'est juste le résultat visible des crises multiples du néolibéralisme débridé du côté un petit peu, on va dire, on met l'humain de côté pour la productivité et on s'en fout de foutre 35 personnes dans une chambre pour les faire bosser, pour les laisser bosser dans une usine à disposition le plus possible. Ben voilà, donc tout ça, en fait, ça engendre quoi? Ça engendre des proximités malsaines, comme on aime à le dire. Comme on Et, aime à le dire. Mais en et fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qui est très important ici dans cette crise du coronavirus, c'est qu'on a un virus réel qui existe, qui se transmet par des êtres sociaux que sont les êtres humains. Mais surtout, en fait, c'est révélateur de quelque chose. L'État-providence n'est pas capable de fournir des masques. Donc l'État-providence vous utilise la solution la plus miséreuse, c'est-à-dire le confinement. En fait, le confinement, c'est la solution du pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé avec de nombreuses études que le port d'un masque, que la distanciation sociale, que évidemment tous les métiers extrêmement complexes, genre des lutteurs huilés qui se touchent entre eux vont se transmettre le coronavirus, mais je pense que des gens qui font du B2B avec simplement une glace en plexi ou une distanciation, pas de hug, pas de roulage de pelle, ben voilà. En fait, c'est toutes c'est nul. en fait, c'est une structuration logique bienveillante qui n'a pas été mise en place par les gouvernements. Donc la solution du pauvre, c'est reste chez toi et bouffe ton PQ, en gros. Bah, disons que le confinement, il y a déjà eu pas mal à travers l'histoire, hein. Donc, à chaque grosse crise épidémique, il y a toujours eu des phases de confinement. Donc, celle-ci, elle est due vraiment au fait que les scientifiques connaissent pas le virus et savent pas trop comment le traiter. Donc, on Mhm. essaye de gérer au plus pressé. Ça a été un peu mis en branle de manière catastrophique. Et malgré le fait que les gens étaient prévenus à l'avance, donc aussi bien nos gouvernements, pire encore, j'ai envie de dire, aux États-Unis où ils étaient prévenus encore plus avant, et pourtant on arrive toujours en retard alors qu'on le savait. Donc ça fait un peu Cassandre, hein, tu sais, le mythe de Cassandre. Donc Cassandre, c'est celle qui dit la guerre de Troie va avoir lieu, on va perdre, on va perdre, on va perdre, on va perdre, personne ne l'écoute. Et puis quand ça arrive, en fait, elle ne peut absolument rien faire pour empêcher le drame. Elle est trop tard sur l'événement, et donc Et là, c'est le drame. elle se fait bouffer comme tous les autres Troyens. Donc ça, c'est un peu le problème du mythe de Cassandre. Et alors, le gros problème, c'est que là, on parle de communication plus globale, pas simplement communication digitale. Ici, les gros problèmes des gouvernements, c'est qu'ils ont laissé tellement de portes ouvertes qu'ils ont permis la prolifération de théories conspirationnistes foireuses qui peuvent être probables. Enfin, plusieurs niveaux et plusieurs échelles de théories conspirationnistes. Certaines étaient tellement probables, en fait, que finalement, un maximum de gens y ont cru, parce que finalement, on ne sait plus démêler le vrai du faux. Alors, là,
la première question à se poser, c'est est-ce que c'est un virus d'origine artificielle, créé en laboratoire, ou est-ce que c'est simplement un virus, comme il en a existé dans l'histoire de l'humanité, qui simplement est nouveau. Par définition, un virus mute, et donc par définition, il s'adapte, et son but, encore une fois, n'est pas de tuer l'être humain. Le but d'un virus, c'est de se multiplier comme l'être humain, son but est de se multiplier. Et en se Ouais. multipliant, l'être humain déforeste, pollue, encrasse. Le virus, en se multipliant, détruit peut-être le vrai virus de cette planète, à savoir l'être humain. Ça, c'est un peu le point de vue de l'agent Smith dans Matrix. Mhm. Non, mais ouais, effectivement, il y a énormément de problèmes au niveau de la gestion, etc. Et ce qu'on peut remarquer de manière globale, parce que on va pas faire le procès de l'un ou de l'autre, il y a des choses qui sortent un peu partout dans les médias, des trucs. Il y a des attaques un peu ad hominem parfois. En Belgique, par exemple, on a Maggie de Block qui se fait attaquer de partout. Qu'elle ait commis des erreurs ou pas. Alors on l'attaque parce que c'est une femme déjà. Il y a des attaques, ça c'est complètement con et injustifié. Il y a parce que physiquement elle ne présente pas les canons esthétiques déjà entendus, etc. En Et donc fait, elle a un problème, visiblement un problème de santé. Après je polémique pas là-dessus, mais en tout cas bon, visiblement physiquement c'est quelqu'un qui est dans une certaine catégorie qui relève plutôt de la phase médicale. Et donc, on se moque d'elle assez facilement là-dessus. Alors, du mais, côté des caricaturistes, ok. Du côté des critiques politiques, etc., il y a des trucs qui sont vraiment c'est-à-dire gratuits. que le problème d'attaquer sur son physique ou son sexe, ben déjà, ce qui est complètement débile, c'est qu'on n'attaque pas les vrais propos qui, eux, Voilà, sont exact. complètement crapuleux. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on attaque, il faut attaquer l'incompétence. Il faut Ouais. savoir quand même que ici, quand les gens sont mis à un poste, c'est parce qu'ils ont une certaine responsabilité. Un ouvrier dans une usine, s'il fait une erreur, on lui communique le fait qu'il a fait une grosse erreur, et surtout on peut le licencier pour faute grave. Ici, les salaires des ministres continuent d'être versés pour une gestion calamiteuse. Alors les experts, ça c'est le nouveau mot hein, du 21e siècle, les experts. Alors la science contre la Une série politique, aussi, hein. c'est ça, c'est vrai, il paraît, les sexperts. Alors le gros problème, c'est que si on est dans la science contre la politique, alors la science vaincra les ténèbres, mais par définition, la science est expérimentale, donc elle n'a pas des solutions. Elle analyse un concept à un moment donné. Ici, on est dans un moment donné où il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicament contre ce virus, et donc on demande à des gens qui sont en phase de recherche, d'expérimentation, de donner des réponses à des gens qui ont des nœuds papillons, des cravates, des tailleurs, ou je m'en fous finalement, et qui eux-mêmes sont dans le flou. Donc en fait, on est dans une espèce de jeu de ping-pong malsain, où finalement le vrai problème, c'est qu'en est-il de la santé des gens pour la préserver, peu importe leur âge? Parce que visiblement, on laisse crever les vieux parce que bon, bah, finalement, ça fait des pensions en moins à payer. Ouais. Euh, Tu es de jetable. deux, qu'en est-il de cet État-providence? En vrai, beaucoup d'États européens sont des États avec des taux de taxation énormes. La Belgique, quand même, l'un des pays les plus taxés dans le monde, en personnes physiques. Les classes moyennes sont vraiment oppressées. Et donc, où va cet argent? Est-ce que c'est pour réparer les nids de poules sur les autoroutes? Est-ce que c'est pour certains sans-pif? Je ne veux pas tomber dans le conspirationnisme de bas étage, mais là, malheureusement, ils sont en train de tendre le bâton pour se faire frapper. C'est-à-dire qu'un État-providence qui est censé pouvoir émettre des réserves d'argent, n'est pas là pour assumer son rôle. Alors effectivement, on va refourguer la patate chaude à la Banque mondiale qui, elle, va faire, comme à son habitude, ben, émettre des billets d'avion, émettre des billets d'avion, on ne peut plus voyager, émettre des billets de banque, euh, et donc créer de Qui l'inflation. risquent de devenir des billets de Monopoly, hein. À un moment donné, il va falloir. Oui, voilà, c'est ça. En fait, en gros, c'est ça. C'est émettre de l'argent, c'est pas gratuit, ça crée de l'inflation, ça crée de la dévaluation, et donc on va arriver, et on y est déjà dans une crise financière. Donc là, on arrive à l'étape 2 de l'analyse de ce Covid. C'est est-ce que finalement, ce Covid, qui est un virus réel qui existe et qui se transmet et qui tue des gens, n'est-il pas aussi un espèce de catalyseur d'une crise néolibérale qui, de toute façon, allait venir, sachant que depuis 2008, les banques n'ont été que renflouées pour continuer à réémettre de l'argent fictif. En fait, en gros, l'euro est un Deutsche Mark masqué. Le dollar est une monnaie qui est en fait surévaluée sur base non plus d'une économie réelle, mais en fait le dollar, il doit sa force à l'hégémonie et à la puissance américaine à la fois militaire et à la fois politique du fait de la victoire
de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on est encore dans un schéma où le dollar, en fait, n'existe que par la victoire des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que tout le reste, c'est du flanc et du vent. Ouais, et tout ça risque d'être remis en question salement dans quelques temps. Donc on a vu, enfin bon, tout le monde a suivi un petit peu l'actu, donc les barils de pétrole qui ont été Moins vendus 6 à dollars. perte. Donc les gens te, te payent pour se débarrasser de leurs Et barils. attention, que nenni, quelle vente à perte. L'État, évidemment, Oui, se évidemment. foutant plein de taxes. Eux, par contre, ils continuent à prendre, peu Ah, importe le ça prix du va. baril. Donc c'est génial, on est dans un système politique où, peu importe la loi de l'offre et de la demande, tu as des États-providence qui, eux, vont se faire la même somme d'argent que les prix soient négatifs ou positifs. Et donc là encore, on arrive dans bah, à quoi servent ces taxes, encore une fois. Oui, et en fait, ce qui se passe, c'est que le coronavirus, de manière globale, agit comme un révélateur, hein. Donc, pour ceux qui ont déjà fait un peu de chimie, rappelez-vous vos cours de chimie à l'école, le révélateur, c'est quoi? C'est un élément qui vient pas modifier la composition, mais qui vient Mhm. permettre de mettre en évidence un élément dans la fiole que vous avez et que vous essayez de manipuler. Le révélateur, en fait, c'est le colorant qui va venir te permettre de dégager un petit peu et de dire ok, en fait ça c'est cet élément-là, il est de tes couleurs, cet élément-là est de tes couleurs, parce que normalement tu le verrais pas. Et le révélateur, en fait, c'est ça. Les crises qu'on voit et qu'on va se prendre après, tout le monde nous annonce, et donc il n'y a aucune raison de douter qu'elles arrivent. Elles étaient là avant le coronavirus, c'est juste qu'elles étaient latentes, c'était plus caché, c'était plus diffus. Le coronavirus a juste montré un petit peu, c'est le virus qui vient pointer du doigt et qui vient dire à l'humanité, regarde, là t'as foiré, là t'as foiré, là t'as foiré. Donc c'est un petit peu le Mère Nature se rappelle à nous pour nous dire, vous avez complètement merdé. On en revient à plusieurs problématiques. Un, le digital ne résout pas tout, parce que là, le tout digital va résoudre le monde. Non, c'est faux, Non. parce que on en reviendra tout à l'heure. Et l'autre truc, c'est aussi, on est trop dépendant de gros États créateurs de choses qu'on pensait obsolètes, des habits, donc le masque, c'est une forme d'habit, hein, puisque c'est du textile. Mm. On est dépendant des ressources pétrolières, on est dépendant du travail. Donc le travail, le fameux, le travail c'est la santé. En fait pas du tout. En fait pas du tout. Le travail c'est pas du tout la santé, surtout quand ce travail n'a plus de sens, est mal rémunéré et consomme plus ou moins le trois quarts de ta journée. Donc on arrive dans un système où des classes moyennes travaillent pour payer un emprunt dans une maison où ils ne sont pas parce qu'ils travaillent. Et les seuls moments de loisirs qu'ils ont, c'est pour consommer, consommer, consommer. Donc se repenser tout ce modèle-là, à l'heure où on est dans une multiplication des tentations diverses et variées, il n'y a plus de sens dans rien en fait. Il y a plus de sens dans rien. Il y a Oui, une forme et en d'anesthésie fait, générale. ce qu'on voit de manière globale, c'est qu'aussi, donc en termes de communication pure, là, on va plus aborder la communication pure, parce que c'est vraiment là-dessus, en fait, que les gouvernements ont vraiment, je trouve, vraiment merdé. Tous, hein, il y en a pas un. Vous pouvez regarder n'importe quel pays, enfin peut-être à la limite l'Allemagne qui s'en sort à peu près, mais sinon tous Mhm. à peu près. C'est vraiment la communication, parce que comme tu le disais, en fait, le problème c'est que on est face à un problème qui se réglera de manière scientifique, c'est-à-dire, on n'a pas la solution, on sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas comment ça va fonctionner, donc on ne peut pas dire c'est comme ça qu'il faut faire. Sauf que les gouvernements, eux, en fait, les hommes et les femmes politiques aujourd'hui, dans la communication qui est la communication dominante, ils font une communication religieuse. C'est-à-dire qu'en fait, il faut une communication où l'inconnu ne peut pas être accepté, ne peut pas être toléré. Donc, ils doivent toujours montrer la figure de celui qui sait, le sachant, un petit peu donc l'ancienne version du religieux. Alors aujourd'hui, les gens vont plus à l'église en Europe, en tout cas en Occident, Europe occidentale, mais de manière globale, et encore pas partout, il y a encore des pays où ils y vont beaucoup. Mais de manière globale, ce qui se passe en fait, c'est qu'auparavant, l'Église disait, nous on sait, voilà, la vérité elle est là, elle est dans le bouquin, tu lis et puis c'est tout, c'est comme ça, il n'y a pas de question à se poser, c'est la réponse elle est là, la vérité elle est là. La science elle dit non, la vérité elle est nulle part, et même un truc qu'on pense vrai aujourd'hui peut être totalement faux demain.
Et les politiques, ils détestent ça parce qu'en fait, ils ont pris la place du religieux. Ils ont pris une communication qui est déshumanisée, qui est complètement à l'encontre du bon sens et de la logique, qui ne prend pas en compte l'humain, qui ne le met pas au centre de tout. Alors, on a déjà mis en avant le fait que c'était un vrai problème. Donc, on parle beaucoup dans les conceptions de sites web et de solutions digitales. On parle du UX design, donc c'est l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'on conçoit les choses en se centrant autour de l'humain, eh ben, le problème, c'est ça en fait. C'est tous ces éléments-là qui n'ont jamais été conçus, pensés pour l'humain, autour de l'humain. C'est des solutions qui ont été pensées pour être des systèmes et pas pour répondre à des problèmes ou répondre à des besoins qui sont des besoins humains. Et tout ça, en fait, ben, ça claque maintenant. Il y a les élastiques qui pètent d'un peu partout parce qu'on a essayé de rapiécer tant bien que mal en mettant des trucs, des petits bouts de scotch un peu partout. Et puis finalement, ben voilà, le moindre coup de vent et ça commence à péter de partout. J'ose même pas imaginer si on avait vécu une situation avec un virus beaucoup plus agressif, et on a déjà eu par le passé, ben la situation aurait été encore plus dramatique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce que sous prétexte d'être soi-disant super puissant et prêt, etc., bah, on n'était pas prêt du tout, on n'est pas super puissant. Et en fait, tout ça, c'est du vent, quoi. Comme tu le dis, c'était du vent. Et ça, je En sais pas fait, en trop, gros, je sais pas oui, en trop fait, comment en ils vont le gros, gérer, hein. la problématique est la suivante, c'est qu'on a donc la Chine qui ne communique pas sur le fait qu'il y a un virus un peu bizarre qui commence à se répandre pour garder une certaine image. Et quelle est l'image que la Chine veut garder? C'est l'image d'une hégémonie économique Bah, ils surpuissante. l'ont. Et ils l'ont. Alors, effectivement, le gros problème aussi, c'est aussi les chiffres. C'est-à-dire les chiffres, bah, comme toujours depuis l'histoire de l'humanité, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Qu'est-ce que la croissance? Est-ce qu'il ne faut pas repenser le terme croissance? Qu'il ne faut pas repenser le terme digital? Est-ce qu'il ne faut pas repenser les systèmes d'échange économique? Est-ce que finalement, on s'aperçoit que toutes ces structures intermédiaires qui existent de partout, l'OMS, les fonds, les machins. On le voit bien dans les institutions européennes, des milliers de fonctionnaires et de politiciens. Finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font, ils ne communiquent pas sur ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a des actions concrètes? On ne le sait pas. On ne pourrait même pas vous dire oui, non, c'est positif. En fait, c'est du flou. Le flou arrange tout le monde parce que on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dedans. Donc en fait, à l'heure du blockchain, justement du digital, où on peut tout tracer, etc., est-ce qu'il ne serait Ouais. pas déjà une bonne solution de Ça, savoir, c'est tiens, tel vrai. budget global, dans quoi est-ce qu'il est réparti? Tiens, en fait, les masques, tu peux les tracer parce que c'est très simple, hein, tu achètes des masques, tu peux les géolocaliser. Hein. Je veux dire, on peut géolocaliser où sont tes lunettes, mais par contre, des masques, ils ont été piqués dans un tarmac d'aéroport par la République tchèque. Enfin, tu vois, donc c'est toutes ces histoires-là qui montrent que c'est un gag, tout ça est un gag. L'Italie qui demande de l'aide à Cuba et au Venezuela qui est un des pays où la population est en train de crever de faim, avec des dirigeants assez intrigants. Voilà. Bon, Cuba, ils ont des médecins qui sont mondialement reconnus. Ouais. Ils ont une politique de la santé qui est très puissante. Alors, on n'est pas là pour juger de la politique de Cuba, mais on est là pour juger des faits concrets. Il y a des excellents médecins à Cuba et ils sont envoyés. Donc, quelque part, Cuba gagne de l'argent aussi puisqu'elle facture tout ça. Hein, c'est pas gratuit et c'est normal. Je veux dire, tout travail mérite Ouais. salaire, c'est logique. Donc, on est dans une logique capitaliste. On n'est plus dans une logique communiste. Et donc, c'est très complexe. Alors, les gens sont en train de parler de fin du monde, de catastrophe, de machin. Ce que ça a juste révélé, c'est que, les choses importantes, c'est que les gens, en fait, sont des êtres sociaux, ils veulent juste se voir, c'est leur bonheur est simple. Les gens veulent juste pouvoir sortir à plusieurs kilomètres de chez eux, les gens veulent respirer de l'air, les gens veulent manger, des choses un peu saines. En fait, finalement, on en revient à des choses basiques. Les gens, en fait, ils ont juste besoin de faire et de créer et de vivre des aventures. Voilà. Oui, il y a donc il y a énormément de choses et de conséquences, de conclusions à tirer de tout ça. C'est vrai que ça va un petit peu remettre pas mal de choses au centre. Maintenant, donc, pour poursuivre sur l'analogie par rapport au domaine religieux et à la communication avec le flou dont tu parlais, c'est un petit peu comme les catholiques qui ont continué de garder le latin pour faire la messe, alors que plus personne ne parlait le latin. C'était simplement une manière de s'assurer que personne ne comprenne de quoi on parle. Et Exactement. donc, c'est un peu, quand vous remplissez votre déclaration d'impôt, honnêtement, je mets au défi la plupart des gens de comprendre de quoi il s'agit effectivement. Parce que c'est En fait, pas c'est du marrant que tu tout. dis ça. C'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait, le milieu de la finance a utilisé exactement le même stratagème que l'Église Exactement. catholique au Moyen Âge. C'est-à-dire que l'Église catholique gardait le latin, les milieux de la finance ont gardé expressément ce qu'on appelle le jargon technique. Tu rajoutes par-delà de là une couche d'algorithmes mathématiques
incompréhensibles que même eux ne comprennent pas. Pourquoi? Pour garder un langage entre eux qui finalement ne veut absolument rien dire, Ouais. simplement pour ne pas te donner la porte d'accès. Et c'est ce qui a donné des dérives à la Madoff, à la Loup de Wall Street, et j'en passe. Mais eux ne sont quelque part que les figures emblématiques Ouais, c'est que des d'une épiphénomènes par structure, rapport au oui, truc d'une global, structure quoi. qui a toujours fonctionné comme ça et qui continue de fonctionner comme ça. Et donc, Ouais, et donc cette analogie est intéressante. tout ça, c'est assez symptomatique. Et en fait, ces problèmes-là, ils existaient déjà avant Corona. Ce qui se passe maintenant en plus, c'est qu'on va pouvoir peut-être rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc dans les sujets qui nous intéressent plus. Parce que autour de tout ça, en fait, moi, j'ai un élément qui m'a vraiment frappé ici. Alors, je vais parler pour la Belgique, parce que c'est vrai que j'ai pas nécessairement suivi l'actualité française, mais j'imagine que ça doit être plus ou moins les mêmes problème, c'est d'un point de vue médiatique, on a une attraction de communication que j'ai trouvée absolument, comment dire, perturbante. Et d'un certain point de vue, j'ai été un peu même scandalisé par certaines approches. Parce que, c'est-à-dire que normalement, les médias sont soi-disant porteurs de valeurs, ils sont soi-disant porteurs de sens, et ils sont soi-disant là pour nous apporter l'information. Or, ce qu'on a vu depuis le début de la crise, c'est une approche totalement opportuniste, avec des articles, des commentaires qui sont faits pour faire parler sur du vide, du clickbait, énormément de clickbait. Donc ça, c'est le média à l'heure d'Internet, c'est une catastrophe. Vous avez des grands noms du journalisme, donc des grands magazines, des grands journaux, des grands quotidiens belges qui sont tombés dans du clickbait absolument effrayant. Alors le clickbait, c'est quoi? Donc c'est en français, clickbait, c'est putaclic. C'est plus parlant encore, c'est plus vulgaire, mais c'est plus parlant. Par C'est-à-dire exemple, que, je vais vous en donner un. Voici la recette miracle qui soigne le coronavirus et qui affole les médecins. Ben là, forcément, vous allez vous dire, tiens, ça affole les médecins, c'est quelque chose d'incroyable. Voici un exemple. mais donc on a cette gestion médiatique que je trouve absolument catastrophique parce que c'était le moment. S'il y avait bien un moment historiquement où les médias pouvaient quelque part redorer leur image, redorer leur blason et se poser en garant d'une certaine conscience, d'une certaine transmission des valeurs, d'une certaine transmission des connaissances, avec, OK, nous, on va vous donner la vraie info, on va vérifier ce qu'on dit, on va faire attention à ce qu'on dit. Je m'en fous que mon journal fasse 8 pages au lieu de 30. C'est pas grave s'il n'y a rien à dire. S'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, c'est pas grave. Mais non, ils remplissent avec du vide. Et du fait que maintenant ils sont online et que donc ils ont besoin d'avoir du flux constant et d'attirer le clic pour faire plaisir aux algorithmes pour que les annonceurs puissent venir mettre leur pub, parce que c'est juste ça le deal, c'est juste de dire ok, nous on veut attirer le plus de monde possible et le plus de réactions possible, parce que si on attire du monde, on peut attirer les annonceurs. C'est aussi simple que ça. Et ça, je suis désolé, mais c'est pas le métier des journalistes. Alors encore une fois, que les caricaturistes le fassent, ça me dérange pas du tout. Que les trucs un peu moins sérieux, tu vois, genre Combini, tout ça, s'amuse à faire ce genre de trucs, je m'en fous. Mais des journaux qui sont censés être des journaux garants d'une certaine éthique, ou en tout cas avec une image et des valeurs qui sont censés prôner ce genre de choses, et qui tombent dans des trucs absolument terrifiants. On parlait de Maggie de Bloch, mais c'est un exemple type, quoi. Il n'y a pas un jour sans qu'elle se prenne un article qui la flingue. C'est pas pour la défendre, mais il y a des attaques qui sont illégitimes, et du coup, ça masque, comme tu le disais, quand on attaque sur le physique ou sur le sexe, en fait, on masque les vrais sujets. Et donc, à force de faire des articles sur tout et n'importe quoi, bah, ils oublient de parler des vrais sujets, et donc tout est dilué et plus rien ne vaut rien, en fait. Donc, on ne sait plus où est la vérité. Et Bah, ça, c'est un vrai problème, c'est de toute que façon, la c'est le vérité, nid, voilà. c'est le Ouais. nid à fake news, et c'est le nid à complotisme, parce que vu que plus rien ne vaut rien, bah, tu es prêt à Par accepter exemple, n'importe quoi. voici une information claire qui n'est jamais relayée. Par exemple, le néolibéralisme et la crise a mené à ce qu'il y ait des spécialistes de la fiscalité qui soient payés 300 à 400 euros de l'heure pour faire des montages financiers, pour permettre à des grosses boîtes belges, françaises, anglaises, de créer de
s'installer dans des paradis fiscaux sans qu'ils soient inquiétés par la justice. Donc de ce fait, ça crée une grosse diminution des recettes de l'État. Donc du coup, pression sur les classes moyennes. Et donc, du coup, rentabilité économique, et on en arrive aux dérives que nous avons actuellement. À côté de ça, des professionnels de la santé qui sont payés l'équivalent de quelqu'un qui travaillerait dans un fast-food. Alors, j'ai rien contre les gens qui travaillent dans un fast-food. C'est aussi un métier très difficile. Mais voilà, on ne valorise pas les métiers de la santé, on ne valorise pas les métiers créatifs. Alors, ça me fait quand même rire. On est en période de crise. Tout le monde utilise des outils digitaux, tout le monde va sur Netflix, tout le monde écoute de la musique. Les premiers à donner gratuitement leur travail, c'est les artistes. J'ai vu des chanteurs d'opéra chanter dans des halls de cours pour un quartier, j'ai vu des peintres donner des sessions, j'ai vu des musiciens faire des lives acoustiques, j'ai vu des réalisateurs parler de leurs films gratuitement, évidemment, en donnant des leçons gratuites. Donc c'est quand même bizarre que ce soit toujours les mêmes métiers qui sont de base dévalorisés, qui eux-mêmes offrent la gratuité. Ça prouve peut-être que c'est dans l'ADN de ce que l'on est et non pas dans ce que de ce que l'on fait. Parce que je ne vois mal un politicien faire une action bienveillante, gratuite. Je vois mal un financier, un banquier se dire tiens, je vais vous offrir un moyen, je ne sais pas moi, de payer peut-être moins d'impôts parce que vous n'avez rien gagné cette année. Et donc, je vous donne mes conseils fiscaux gratuits. Je ne sais pas, voilà, c'est juste un exemple. Ça prouve simplement dans quelle schizophrénie le monde est. Parce qu'en fait, on consomme du contenu venant de gens qui eux-mêmes sont sous-considérés. On se fait soigner par des gens qui eux-mêmes sont sous-considérés. C'est quand même incroyable. Dans tout ça, donc, ok, là on revient sur la question du, voilà, il y a des métiers qui sont plus centrés vers l'humain de base et des métiers qui sont moins, donc, et on a vu lesquels. Là, on les voit maintenant de manière très très claire. Mais pour en revenir au traitement médiatique, en fait, on constate aussi que dans le traitement média, il y a un suivi assez fort de la logique néolibérale ultra-capitaliste. Donc, c'est-à-dire qu'on a des médias qui sont très à droite et qui vont focus à fond dessus. Il y a eu le cas, donc c'est ce drame qui s'est passé à Molenbeek. Il y en a eu un aussi à Paris, donc des flics qui, évidemment, alors les policiers. Je crois que c'était à Anderlecht. C'était à Anderlecht. À Anderlecht, ok. Les policiers, pour le moment, donc on les accuse d'être trop gentils, trop laxistes dans les quartiers riches et blancs, et d'être trop sévères dans les quartiers pauvres ou défavorisés, avec des personnes qui sont en difficulté financière la plupart du temps. Et donc, dans ces quartiers-là, les gosses se prennent des amendes, et dans les quartiers riches, les mecs qui font des soirées où ils boivent un verre l'un en face de l'autre, etc., les policiers passent en faisant des blagues avec eux. Et donc, il y a eu ce drame de cet enfant, ce jeune, en fait, parce que c'était plus un enfant, il avait 19 ans, mais donc ce jeune qui était tué. On ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, même si la reconstitution a l'air de dire, ok, les flics, en fait, ils ont menti dans leur déclaration, donc il y avait des raisons. Il y a eu une révolte, et d'un point de vue média, donc ils ont fait le gros focus sur l'aspect, voilà, donc les jeunes dans les quartiers ont commencé à caillasser une bagnole de police. Donc là, ça a été gros focus, grosse attaque là-dessus. Attention, danger, les vilains, ils sont pas bien, ils sont pas gentils. Par contre, il y a très peu de médias qui ont fait le boulot après, c'est-à-dire de dire, bah voilà, en fait, il y a eu une reconstitution, sauf qu'on se rend compte que les flics n'ont pas nécessairement été tout blancs dans l'histoire. En tout cas, il y a un truc qui s'est passé qui est pas très net. Ça passera en justice, etc. Mais donc, on voit que dans le traitement média, il y a vraiment cette envie de faire du sensationnalisme, de mettre en avant les choses les plus dramatiques, les plus horribles, les plus clickbait. Et donc, c'est toujours dans la même optique. Et ça, c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment, enfin, s'il y a bien un moment où il faut pas faire ça, s'il y a bien un moment où il fallait sortir grandi de tout ça, c'était maintenant. Et ils le font pas. Donc, la crise Covid et l'après-Covid, ce que ça va marquer que les politiciens, voilà, on a le problème des masques, mais vous êtes démasqués, on ne vous croit plus, c'est fini. Les médias, mais on voit que vous êtes tous en train d'essayer de nous vendre de la soupe et du moltenel. Enfin, ça va pas, quoi. C'est pas votre métier. Et de l'autre côté, en fait, globalement, comme tu dis, on dévalorise des métiers qui seraient à valoriser à l'inverse. Et ça, c'est complètement stupide, quoi. En fait, la grosse problématique ici, c'est qu'aussi, on a un petit peu tout mélangé. C'est-à-dire ça, c'est aussi pour passer peut-être à
au sujet, on va dire, suivant, un petit peu, c'est par rapport à toute cette thématique du digital et du télétravail. C'est-à-dire qu'en fait, on a dit aux gens, vous pouvez travailler chez vous, mais en même temps, vous pouvez garder vos enfants, vous pouvez faire la cuisine, vous pouvez faire être clown trapéziste, et en même temps cracher le feu et souffler le verre. Et en fait, ça montre aussi le télétravail, déjà, c'est pas fait pour tout le monde. Le digital ne résout pas tout. Le digital est un outil. Le digital facilite certaines choses. Le digital aussi n'est pas l'espèce de solution miracle à tout. On a vu effectivement tout un truc par rapport à Zoom qui n'était pas sécurisé, les gens qui s'appelaient sur Skype, mais ça foirait parce que Skype a de toute façon toujours été un outil un peu douteux. Voilà, donc en fait, c'est marrant, les gens, ça a profité à des plateformes comme Facebook parce que c'est un réseau social, donc il y a du flux, de plus en plus de flux. Ça a tué des compagnies. Je pense qu'à mon avis, Airbnb ne va pas sortir en bonne forme de cette crise. On annonce 25% de licenciements. C'est logique, il n'y a plus de voyage, il n'y a plus de location, il n'y a plus rien. Ça montre aussi que des modèles qu'on pense éternels, c'est des modèles du futur. En fait, rien n'est éternel, tout peut s'écrouler en 24 heures. Et c'est ça aussi que ça révèle, c'est qu'on est dans un phénomène d'accélération que le digital a permis, mais une accélération dans les deux niveaux. Tout peut se construire très vite, mais tout peut se détruire très vite. Airbnb en est, je pense, l'exemple parfait. Airbnb, Uber, etc., hein. Donc, et c'est vrai que, enfin, pour parler, bon, pour ressortir un petit peu vers le digital de manière globale, le monde digital dans l'ensemble, c'est un ensemble d'outils. Et donc aussi bien, donc on parlait donc du traitement média et à l'aune du digital, le problème c'est que les médias sont devenus essentiellement dépendants de la pub. Donc c'est le modèle qui est mauvais, c'est le mindset qui est mauvais parce que du coup ils sont pas concentrés sur leur métier de cœur, ils sont concentrés sur comment vendre de la pub et ça c'est pas bon. Et de l'autre côté, ici, on a toute une approche systémique. On nous dit oui, le digital peut nous permettre de maintenir à flot, etc. Donc faites du télétravail, faites du digital learning. Hein, on a envoyé des gamins par paquet de milliers vers des solutions digitales qui en fait ne représentent rien du tout parce que c'est pas du tout ce qui a été mis en place dans les GNIF, par exemple, c'est pas du digital learning, c'est juste de l'urgence en utilisant des outils pas nécessairement pensés, adaptés pour ça, pas nécessairement structurés pour ça, avec des profs qui n'étaient pas prêts, des étudiants qui n'étaient pas prêts, des solutions qui n'étaient pas prêtes. Et donc, en fait, alors, c'est une solution d'urgence et il faut bien comprendre que dans l'urgence, on trouve des solutions à des problèmes et parce que sinon, il y avait tout s'arrêter. Mais le problème, de l'autre côté, c'est qu'on va commencer à dire, oui, regardez, le digital learning, finalement, c'est pourri. Non, c'est juste que ça a été fait de manière chaotique, en urgence, et c'est pas du digital learning, c'est une réponse d'urgence à un problème physique. On peut plus se retrouver en physique, donc on doit mettre en place des choses. C'est pas exactement la même chose. Le digital learning, c'est quand tu construis ton cours pour le digital, quand tu l'as remis en position, quand tu prends le temps de remettre l'humain au centre de ton dispositif et que tu fais attention que ton cours se donne pour l'humain. Là, ici, on fait des solutions qui sont des solutions tool-oriented. Donc, c'est orienté vers l'outil, c'est-à-dire c'est l'outil qui domine la manière dont tu fais les choses. Le home working, c'est la même chose. On te donne un outil et à partir de là, on te dit voilà, maintenant tu peux continuer comme d'habitude. Ben non, parce qu'en fait, rien n'a été mis en place pour te permettre de continuer, ne fût-ce que la moitié du job que tu faisais avant. Donc c'est complètement Après, il y a un foireux. révélateur incroyable, c'est qu'en fait, il a fallu 2 mois pour tuer une économie, pour tuer des processus de travail et pour lancer un débat de fond sur ce qu'est l'humanité et vers où elle va. Donc il a fallu 2 mois. Ça montre qu'en fait on vivait dans une espèce de pyramide de Ponzi précaire. Bulle. En fait c'est comme si tous les jours de votre vie vous avanciez sur une poutre qui était colmatée avec de la colle à bois de mauvaise qualité et en fait vous arrivez à passer, puis derrière vous la poutre s'écroule, devant vous elle est un petit peu... Et en fait on est dans une espèce de précarité comme ça, de solutions colmatées. En fait, on n'est pas dans une vision moyen terme et long terme saine. En fait, on est dans une espèce de rentabilité directe et au profit toujours des mêmes personnes. Et en fait, je pense que le digital, comme tous les secteurs, en fait, ne sera pas voilà, exempt de ça. C'est-à-dire, le digital comme solution d'urgence, c'est très bien, comme tu le dis, pour colmater, pour trouver vite des solutions, parce que sinon, il n'y a rien. Donc, mieux vaut avoir quelque chose de un peu colmaté que rien. Oui, bien sûr. Mais on est dans un système global qui lui-même
est précaire et en fait on fonce droit dans le mur. Donc finalement c'est peut-être un bon truc ce qui est arrivé. Finalement, là où les gens vont voir énormément de négativisme, c'est peut-être positif. Alors évidemment, vous allez me dire, le trois quarts de la population va continuer comme si de rien n'était, va aller au supermarché, consommer, acheter, etc. Ça, à la limite, bon, chacun sa conscience. Mais est-ce que c'est pas aussi une manière pour certains de, un moment, de réfléchir? Faut voir, parce que enfin, il y a eu des gens qui sont, il y a des gens qui sont morts, des gens qui ont perdu des proches, etc. Donc il y a des choses vraiment dramatiques dans ce qui s'est passé et ce qui continue de se Non, passer. ça évidemment, la maladie en elle-même est une catastrophe. Et la Mais mort est toujours une effectivement, catastrophe. Mais ouais, je parle pas d'un point de vue vraiment avec les tristes morts et les décès, mais je parle plus d'un point de vue de ce système malade. Est-ce que ce oui, système malade, il fallait pas quelque chose pour lui dire, bah, regarde comment tu traites tes vieux, regarde comment tu traites les travailleurs, regarde comment tu traites tes classes moyennes, tes pauvres. Voilà, regarde comment tu traites la population de manière oui. générale. Et ça, c'est un problème qu'on trouve à tous les niveaux, à toutes les échelles. Et c'est un problème qu'on essaye de masquer avec des rustines. Et Mhm. pour le moment, en fait, le problème, je trouve ça assez gênant, c'est qu'on utilise le digital comme rustine pour la plupart des problèmes. Donc, on te dit, OK, en fait, tu peux, t'inquiète, t'as pas accès aux salles de cinéma, mais va sur Netflix. T'inquiète, tu peux pas te déplacer pour aller au boulot, fais du télétravail, c'est très bien. Et en fait, ça marche pas parce que ça n'a pas été pensé à la base, donc ça n'a pas été structuré à la base pour répondre, encore une fois, à des choses très simples qui sont les besoins et les nécessités humaines. Et ça, c'est vraiment le cœur de tout ce qu'on dit dans chaque émission. On se répète très fort parce qu'on est des vieux cons. Mais le truc, c'est que de base, en fait, si vous ne centrez pas sur l'humain, tout ce que vous faites, c'est du bullshit, quoi. Tout ce que vous pouvez mettre en place, si c'est pas pensé pour répondre à un problème humain, ça sert à rien. Enfin, c'est vraiment, c'est de la naze, quoi. Et donc, c'est là que il y a des tonnes et des tonnes de métiers, comme tu le dis. Donc, il y a des tonnes de métiers qui apparaissent aujourd'hui comme étant totalement annexes et qu'on a valorisés. Donc, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue structurel, d'un point de vue de l'organisation globale, de la manière dont on pense les choses, il y a énormément de choses qui peuvent être remises en question et qui peuvent être claquées au sol. Et donc, on doit remettre sur la table. Et c'est dommage et c'est bête parce qu'en fait, logiquement, cette remise en question-là, elle aurait dû être faite quand tout allait bien. C'est ça qui est dommage en fait, c'est que logiquement, un peu hacker mindset toujours, c'est garder cette idée de c'est quand ça va bien qu'il faut remettre les choses en question. Parce que là, au Exactement. final, on remet les choses en question quand ça va pas bien, quand on est en pleine catastrophe. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, on débouche sur des théories foireuses, sur des solutions fumeuses, et ça va pas déboucher nécessairement sur de bonnes choses. Donc, je Un conçois ce exemple. que tu dis sur la conclusion de ça va éveiller certaines consciences, mais j'ai peur que ça débouche pas nécessairement que sur de bonnes décisions. Non, alors un exemple très simple qui pourrait illustrer ton propos, c'est comme quelqu'un qui achète de l'immobilier en disant oui, voilà, ce sera pour ma retraite, etc. Alors il faut savoir que en général, l'immobilier pour faire une bonne plus-value, alors même si je suis pas fan de l'espèce de bulle spéculative de l'immobilier, mais en gros, on dit souvent qu'il faut vendre en tout cas un bien lorsque tu es en pleine possession de tes moyens et dans une vie saine de ta partie. Le jour où tu chopes une sale maladie dégueulasse et que tu n'as pas d'argent pour payer l'opération, en général, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur les biens immobiliers que tu peux vendre, en tout cas ce que tu peux vendre. Et en général, tu le vends à perte parce que tu as vite besoin de cet argent. Et c'est exactement le même principe. On est dans l'urgence, on va vite prendre des solutions bouche-trou, et finalement, ça va être une perte globale pour l'ensemble de l'humanité. Que c'est mort du Covid, en tout cas par respect pour leur disparition, qu'on prenne des décisions lumineuses pour ne serait-ce que sauver les futures générations. Alors, est-ce qu'on va pas repenser aussi le fait de vouloir vivre peut-être avec moins d'argent, surdépenser partout, tout le temps, une démultiplication des plaisirs dans tous les sens? Voilà, alors on est aussi en train de se poser des questions sur bah, les métiers du spectacle qui sont tous en train de crever un par un parce que ce sont encore une fois des métiers qui dépendent de décisions politiques. Donc, et aussi bah, du fait qu'il y ait des rencontres entre humains, etc. Donc en fait, on est en train de se rendre compte qu'un virus, comme dans le dessin animé de Merlin, tout petit, peut détruire tout un système global. Est-ce que les gens vont vivre avec des combinaisons jusqu'à la fin de leur vie? Est-ce que c'est pour l'instant
très étrange parce que c'est une période où on ne peut pas vraiment faire de projection. Pronostic, Alors, à l'heure où on est ouais. en train de déconfiner, le futur nous le dira. Est-ce qu'il va y avoir d'autres vagues? Est-ce que voilà, il y aura toujours de nouveaux virus qui vont débarquer. Oui, Le problème, c'est pas vraiment l'apparition de ces virus-là, c'est notre capacité à anticiper. Il faut toujours avoir comme aux échecs 2 coups d'avance. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a telle combinaison qui arrive? Qu'est-ce qui se passe s'il y a telle autre combinaison qui arrive? On ne peut pas tout le temps avoir que le coup du berger. Là, je parle en termes d'échecs. Il faut pouvoir penser tous les coups pour pouvoir anticiper tous les coups, sachant qu'on ne sait jamais par essence. C'est peut-être un coup improbable, comme le Covid est un coup improbable qui arrive. Donc, on essaie de minimiser les dégâts. Et et donc voilà, ça, c'est la difficulté de pronostic pour l'avenir. Alors, c'est impossible presque. on voit déjà qu'on nous dit oui, quelque part, la digitalisation du monde va avancer, etc. Je partage pas l'entrain global parce que je suis pas certain qu'en termes de vécu, en termes de ressenti, les gens l'ont ressenti de manière positive. J'ai l'impression qu'ils vont ressentir ça. Alors, on verra un petit peu comment ça se passe, mais un peu comme on leur a imposé des solutions qui sont des solutions de contrainte, qui sont des solutions qui ont été mal amenées, mal pensées, mal gérées à la base, parce que malgré le fait qu'ils aient eu des années pour s'y préparer, en commençant à digitaliser et en mettant l'humain au centre, ils l'ont pas fait. Et ça, dans tous les domaines. Hein. Il n'y a pas partout. Il y a aucun domaine où ça s'est bien passé pour le moment. Ils n'ont pas mis l'humain au centre. Et maintenant, donc, on va à marche forcée parce qu'on prend la décision en catastrophe. Dès qu'on pourra reprendre un petit peu de souffle, je vois même, je peux très bien imaginer qu'il y ait même un rejet de certaines solutions qui pourtant sont fonctionnelles, qui pourtant auraient pu accompagner, qui pourtant auraient pu aider, si elles avaient été amenées de manière un peu différente et en mettant l'humain au centre. Et ça, c'est pas le cas, c'est pas fait, c'est très perturbant. Je trouve parce que, enfin, voilà, moi je milite depuis pas mal de temps maintenant pour justement mettre l'humain au centre. Et donc, je vois ça, je me dis, malheureusement, enfin, voilà, quand on a des groupes, des solutions comme Zoom qui se mettent en place pour faire du téléconférence au boulot, et les gens qui commencent à se plaindre et qui, voilà, Zoom, c'est bien, mais si tu fais 6 heures de Zoom, tu pètes les plombs. Enfin, et c'est normal, quoi. Donc, tu peux Oui, oui, pas non. faire Et puis 6 heures surtout, de Zoom. on a beaucoup de pays où on a ce qu'on appelle la réunionite aiguë. C'est-à-dire on est encore dans une vision du travail où, en fait, le but, c'est de faire 37 heures semaine, peu importe comment tu les fais. Si tu fais 37 heures à faire des dossiers, on ne sait pas ce que tu fais, c'est 37 heures. Non. Alors, on ne va pas privilégier quelqu'un qui, peut-être en travaillant 2 heures par jour, va être d'une efficacité incroyable, va avoir un cerveau libéré pour penser à ce qu'il va faire le lendemain et peut-être naturellement faire 3 à 4 heures de plus que ce qu'on lui demande, simplement parce qu'il se sent dans l'élan de le faire. Et on est dans ce truc de Ouais, processus, de il faut bien se comporter. Parce que depuis qu'on est petit, hein, on l'avait dit dans un Skillful Means dans nos podcasts, on nous a éduqués d'une certaine manière qui est contre la nature de l'homme. L'homme, par essence, fait des choses instinctives et on lui a cassé ses codes. Alors évidemment, des fois pour une bonne chose, hein, le but n'est pas non plus d'être un espèce de sauvage asocial, mais des fois, il faut aussi laisser sa voix intérieure vous guider. Et le travail, par essence, est peut-être la discipline pour laquelle il faut donner un maximum d'instinct. Je ne dis pas que vous devez être des animaux et fonctionner selon vos envies. Je dis simplement que des fois, il faut repenser les modèles et ne pas les. On n'est pas des machines mathématiques qui signons des contrats de travail pour fournir X heures, peu importe comment on les fournit. C'est tout cette vision du travail. Finalement, il faut penser le travail au forfait. Fais-le à ton rythme. Finalement, on parle d'apprentissage différencié dans les grandes éducations un petit peu, où ça reste des concepts très théoriques, mais dans le milieu du travail, il n'y a pas du tout de travail différencié. Ça, c'est bizarre, hein, c'est vraie ouais. problématique. Il y a des gros trucs qui sont problématiques et qui continueront de l'être, qu'il était déjà avant. Hein, donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est pas du Oui, tout. il y a rien de nouveau finalement. C'est juste que je pense que c'est le moment de pointer le doigt sur les choses qui ont duré depuis trop longtemps. Et je pense que, en fait, nous ne sommes que les enfants d'une génération et d'une économie qu'on a subi. Malheureusement, la génération de nos parents, donc les gens au-dessus de nous, était une génération qui a, quelque part, pour la plupart, ils ont eu une meilleure qualité de vie.
Et puis nous, on est peut-être la première génération qui allons peut-être décliner par rapport à ça dans son ensemble, évidemment, dans la manière dont on envisage l'avenir et le monde. On Alors, verra comment les choses vont se goupiller par la suite. C'est clair que là, pronostiquer ce qui va se passer, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Dégager des pistes, c'est compliqué. On voit que dans les grands gagnants, évidemment, il y a les GAFA. Ça, c'est une évidence. Mais c'était déjà le cas avant. Donc, ça ne changera rien. Ça. on le répète, hein, en fait, cette crise du Covid n'est qu'un catalyseur, c'est-à-dire que c'est un accélérateur de phénomènes visibles de loin. Et ici, le Covid fait loupe et montre un petit peu les gros problèmes. Le problème dont nous traitons les personnes âgées. En fait, le Covid, c'est pas le Covid qui a révélé le fait qu'en fait, on s'en fout des personnes âgées dans notre société. C'est pas le Covid qui a montré que finalement l'État-providence n'est pas si providence que ça. C'est pas le Covid qui a montré que les GAFA dirigent le monde. Ouais. C'est ça. C'est ça, et il faut malheureusement des morts et des états dépressifs, parce qu'il ne faut pas oublier les conséquences psychologiques pour les personnes précarisées, non pas que d'un point de vue physique, mais d'un point de vue mental. Il faut voir les dégâts psychologiques que ça va faire. Et on ne va être qu'au début. Les chocs post-traumatiques, ça peut paraître étonnant, mais vous allez voir que ça va être catastrophique. Mais c'est le point vraiment, et on pourra peut-être conclure là-dessus, c'est vraiment sur le fait qu'au final, ce qui va vraiment être important à l'avenir, c'est que dans ce déploiement digital, dans cette digitalisation du monde, il va vraiment falloir insister encore plus lourdement qu'avant sur la nécessité de repenser les choses et de penser les outils pour les humains et pas les outils pour les outils. Donc, la victoire des GAFA, elle signe aussi quelque chose qui est très négatif, c'est-à-dire que finalement, c'est les petites structures qui vont encore manger, qui vont encore prendre cher, et les gros qui vont s'engrosser, qui vont continuer de grossir, continuer de s'engraisser. Et ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel il fallait lutter avant. Et il va encore falloir plus lutter contre ça après. Donc, il faut bien aussi... Après, quand on dit les gros, il ne faut pas non plus dramatiser et faire du pointage de doigts ou du blâmer les sociétés, parce que je Non, pense c'est que même, structurel, c'est structurel. oui, parce que même une C'est boîte structurel. comme Apple, Google, Facebook, enfin voilà, Apple a produit des visières pour envoyer dans les hôpitaux, ce que le gouvernement n'a pas fait. C'est assez drôle, je trouve. Il y a un côté assez marrant qu'une boîte privée soit plus efficace qu'un gouvernement. Donc, c'est même pas une volonté nécessaire. Il faut pas leur donner la volonté d'être nécessairement evil. C'est pas tout le temps les méchants dans James Bond, mais c'est juste que structurellement, ils ont la position du méchant. C'est vraiment. En fait, George Lucas le disait lui-même, on en avait parlé, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu deviens gros, tu deviens quelque part sans le vouloir la personne qui a trop de pouvoir. Et donc, en Ouais. fait, tu t'embourgeoises et donc finalement, tu prends goût à tout ça. Après, dans ces structures-là, il y a aussi des gens avec des. C'est comme partout, en fait. C'est comme à niveau du monde. Je veux dire, il y a des gens Avec des bons fonds, des gens avec de mauvais fonds, il y a de voilà. tout. Mais la structure, la structure, en fait, est le rouleau compresseur. Comme l'État est le rouleau compresseur, comme la grosse compagnie, comme dans n'importe quelle société ou quel groupe. Après, le tout, c'est qu'est-ce qu'on veut penser comme modèle économique? Est-ce que le but, c'est de s'enrichir à tout prix? Est-ce que finalement, le but des êtres vivants, c'est pas simplement maintenant, se loger est un luxe, manger correctement est un luxe. Donc en fait, même les besoins primaires sont devenus complexes à résoudre. Et combien de gens Ça va être maintenant, on compliqué se pour casse le. la tête tout simplement pour se loger. Ouais, Pour se ça va loger, être c'est déjà devenu compliqué compliqué. pour le déconfinement et pour l'après. Évidemment, nous, on va continuer un petit peu nos parcours. Vraiment, ici, là, c'était une émission un peu, on va dire, pendant Confinement? le Covid, une émission de Il en fallait bien confinement, une. voilà, un skillful me confiné. On n'était pas l'un à côté de l'autre, etc. Donc, c'est pas nécessairement évident. Mais en même temps, ça nous fait plaisir d'échanger et de vous partager cet échange un peu qui C'est des aborde. réflexions, hein. On a abordé plein de thèmes. J'espère que ça amène aussi certaines idées, que ça va permettre de générer certaines réflexions, peut-être certaines discussions. Ça pourrait nourrir certaines choses. Donc,
ça ce serait cool. N'hésitez pas évidemment à nous suivre. Donc maintenant, c'est sûr, on est Facebook, on est YouTube, en audio, on a Spotify, on a SoundCloud et Apple Podcast. Il y a une liste de dingue. On mettra les liens de toute façon pour vous abonner à tout ça. Ça commence à devenir beaucoup. Mais enfin voilà, donc c'était un petit peu une émission qui avait pour but de faire un panorama un petit peu de la situation Covid, le monde qui a changé. Quel est le digital? Comment ça passe le digital là-dedans? Pour résumer, en fait, le digital, c'est toujours un outil. Donc, c'est un petit peu comme la lampe magique d'Aladin. Dans les mains d'Aladin, l'outil, il va être positif. Dans les mains de Jafar, l'outil va être catastrophique. C'est pourtant le même outil. Donc, c'est vraiment la même chose. Il faut ça et ça reste vrai. C'est la DeLorean, hein? Voilà, dans les mains de Biff Tannen, c'est un outil de destruction, et dans les mains de Marty McFly, ça peut être un outil positif, même quand il essaye de l'utiliser à des fins entre guillemets personnelles. Vu qu'il n'a pas un mauvais fond, un peu comme Aladdin, il essaye de séduire la princesse, mais un peu juste pour lui. Mais comme il n'a pas un mauvais fond, ça va encore, on va dire. Donc l'outil peut être positif ou négatif selon qui l'utilise. Et donc faites attention aussi à l'avenir, à l'usage qui sera fait des différentes plateformes, des différents outils qui sont mis en place. On parle d'apps de surveillance qui ne sont toujours pas créées, mais qui vont venir. On va surveiller tout ça, on vous tiendra au courant, on fera peut-être une émission là-dessus si vraiment le sujet s'y prête et qu'on a des choses à dire là-dessus. Surveillez tout ça évidemment avec attention, essayez toujours d'avoir un regard un peu critique et un peu extérieur sur tout ça. Restez les yeux ouverts, les yeux grands ouverts, quoi qu'il arrive. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que tout se passe bien pour vous. Merci. Force et honneur et faites attention à vous, la santé avant tout. Et voilà, mes condoléances à ceux qui ont perdu des proches en cette période un peu compliquée. Mais voilà, le plus important est d'aller de l'avant. C'est difficile de parler de ce sujet-là dans les conditions qui sont celles-ci. C'est pas évident puisqu'il y a l'émotionnel qui joue avec aussi pour les gens qui ont en tout cas été confrontés de près ou de loin. Avec tout ça, voilà, à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à donner votre avis et on se parle très bientôt. Merci Jérôme. Ciao. Salut, merci à tous. Skillful Me.